Le paysage politique est en pleine mutation. C'est le premier enseignement qu'on peut tirer du premier tour de la présidentielle. En France, Emmanuel Macron, candidat d'En Marche, qui ne se revendique d'aucun camp, a recueilli 24,1% des voix selon les résultats définitifs. Il devance la candidate d'extrême droite Marine Le Pen qui enregistre 21,30%. Ce sera donc un duel Macron-Le Pen au second tour le 7 mai prochain. Ni la gauche avec Benoît Hamon, ni la droite avec François Fillon n'aura réussi à se hisser au second tour. Qu'est-ce qui explique cet échec cuisant pour les deux grands blocs de France? La percée de Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la France insoumise, aura ajouté au score de Marine Le Pen, confirmé la percée aussi des extrêmes. Marine Le Pen était en visite au Tchad, reçue par le président Idriss Déby. Itno, pas grand-chose n'a filtré de leur entrevue. Quant à Emmanuel Macron, plusieurs éminences grises africaines sont dans son entourage. Immédiat, France présidentielle, Macron face à Le Pen au second tour. Nouveau virage pour la politique française en Afrique. La question sera posée à nos invités du jour. Sans plus tarder, Patrick Armand-Poyon, bonjour. Bonjour. Coach en politique de développement et gestion de crise. Merci d'être sur ce plateau. Tout le plaisir pour moi. Face à vous, Ribel Abel Adjovi, bonjour. Bonjour. Journaliste, vous êtes spécialiste des questions internationales. Ribel Abel Adjovi, bonjour. Rebonjour. Alors, 24,01% selon les résultats définitifs, on peut dire qu'Emmanuel Macron a confirmé les attentes. Ribel Abel Adjovi. Tout à fait. Je pense que contrairement à ce qui s'est passé à Washington, cette fois-ci, les sondages ont été confirmés puisque Emmanuel Macron, qui a démissionné du 12e gouvernement d'Emmanuel Valls en 2016 et précisément le 30 août 2016 et qui a annoncé sa candidature le 16 novembre, a vraiment réussi à rallier tous ceux qui étaient, une bonne partie du moins de ceux qui étaient contre le système qui a toujours géré la France à ce jour. Alors, coach Patrick Armand-Poyon, il devance Marine Le Pen qui enregistre 21,30% des suffrages. L'extrême droite se hisse au second tour. Qu'est-ce qui explique cette position du Front National, selon vous? Au fait, il faut dire que beaucoup sont en train de féliciter Marine pour être au second tour, mais je voudrais que les gens se rappellent qu'au début de cette campagne, Marine était autour de 30%. Absolument. Donc, ça veut dire qu'elle a fait une mauvaise campagne. Ça veut dire que la campagne l'a desservie au lieu de la servir. Il ne faut pas oublier que Marine Le Pen est à 2 points de François Fillon, à moins de 2 points de François Fillon, qui a eu autant de problèmes de ceci, de cela et tout ça. Ça veut dire que Marine Le Pen était à 2 pas de ne pas être au second tour. Ça veut dire que si on ne le dit pas haut et fort, ceux qui pensent que Marine a une bonne stratégie sont en train de se tromper. Et tous les spécialistes en termes de stratégie dans le monde disent Marine Le Pen, elle est une mauvaise candidate parce que chaque fois qu'elle fait campagne, elle obtient moins que ce qu'elle a au début de la campagne. Donc, je vous ai dit que maintenant, si Jean-Marie Le Pen, je vous ai dit à tout le monde, si Jean-Marie Le Pen était toujours le président et le candidat, il aurait fait bien plus que ça. Pourquoi? Parce que le rejet du système ne fait que grandir dans tous les pays du monde. Donc, progressivement, ça grandit. Mais Marine Le Pen, au lieu de faire une campagne à la Trump, donc le fou, celui qui tape sur le système, celui qui tape sur ceci, celui qui tape sur cela, celui qui récupère tous ceux qui ont envie de voir les choses changer, elle a voulu tellement polisser son discours, elle a voulu apparaître comme une personne qu'elle n'est pas. Résultat, elle est en train de perdre même son propre électorat. On nous a dit pendant longtemps que 25%, c'est l'électorat stable que Marine Le Pen ne peut pas perdre. Et tout le temps, les scandales sont sortis, elle était toujours à 25%. Mais comment elle est venue à 21, quelques? Parce que simplement, elle faisait la mauvaise campagne. Alors, Ribel Abel Adjovi, votre avis par rapport au score du Front National? Marine Le Pen, c'est vrai que les instituts de sondage ont annoncé qu'elle arriverait en tête, largement en tête, même jusqu'à 28-30% selon certains chiffres. Aujourd'hui, elle se retrouve à 21,30%. Qu'est-ce qui explique pour vous ces chiffres-là? Oui, d'abord, je ne suis pas complètement d'accord avec Patrick Armand-Poyon parce que c'est pour la première fois. Vous savez, en 2002, Jean-Marie Le Pen n'était pas attendu au second tour. Et ce fut une catastrophe. Mais aujourd'hui, on a annoncé Marine Le Pen au deuxième tour
de la présidentielle française et elle y est. Ça, je pense que pour ceux qui pensent que le Front National est un danger pour la France, c'est quand même suffisamment grave. Parce que depuis près d'un an, on savait qu'elle serait au second tour et elle y est. C'est le résultat qui compte. Au jour d'aujourd'hui, toutes les histoires de pourcentage ne comptent plus. Aujourd'hui, les cartes sont rabattues. Donc, ce qu'on peut noter, c'est que Marine Le Pen est au deuxième tour. Même si le pourcentage a diminué, il ne faut pas oublier, comme François Fillon, elle a eu des dossiers d'emploi fictif. Notamment d'emploi fictif. Voilà, donc ça a certainement joué dans la balance. Mais ce qui importe au jour d'aujourd'hui, que Macron ait 24% et qu'elle 21%, cela ne compte plus. Les cartes sont rabattues. Marine Le Pen attendue au deuxième tour, malgré tout ce qu'on dit du Front National. Marine Le Pen est au deuxième tour. C'est ce qui est le plus important. Alors, Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise est quatrième avec 19,58%. Cette poussée des extrêmes, qu'est-ce que ça traduit selon vous? Mais ça traduit naturellement le ras-le-bol de la population par rapport d'un côté à une gauche caviar, une gauche qui estime qu'elle est proche du peuple, mais en réalité qui est dans les mondanités, qui ne s'intéresse pas véritablement aux problèmes du peuple, et à une droite également Jean Montbeur, qui peut être au salon de l'agriculture, fait semblant d'être sensible aux problèmes du bas peuple, mais qui en réalité est là pour les grandes filiales internationales, qui est là pour le cartel, qui est là pour la mondialisation. Donc c'est ça qui amène le peuple aujourd'hui, le peuple français, le peuple européen, le peuple occidental aujourd'hui à vouloir des extrêmes. Parce que le problème principal, c'est quoi? Quel que soit ce que vous faites, il faut que le peuple ait la paix et ait le pain. Et aujourd'hui, une poignée d'individus, parce que se retrouvant au niveau de l'appareil d'État, s'accapare du patrimoine national et paupérise la base. C'est cela fondamentalement qui explique aujourd'hui le fait que les extrêmes prennent de l'ampleur. Est-ce la même chose en France? Non, il faut dire que c'est une lecture trop simpliste. Le gars n'a pas fait campagne sur les thèmes de l'extrême gauche. Il a même refusé qu'il n'ait pas de l'extrême gauche. Donc, il ne faut pas que quelqu'un de l'extrême gauche vient avec un programme qui n'est pas un programme de l'extrême gauche. On vote pour lui et on dit donc, ça veut dire que les extrêmes sont en train de gagner. Non. Les deux candidats dont vous parlez n'ont pas fait campagne. C'est quand Marine Le Pen est poussée dans ses retranchements qu'elle réapparaît avec les thèmes de l'extrême droite. Sinon, elle a voulu faire une campagne où elle a parlé elle a même voulu faire économie. Et là, tout le monde lui a démontré qu'elle n'y connaît rien et que son programme est une catastrophe. Donc, c'est pour dire qu'il est important que nous comprenions. N'oublions pas qu'il y a quelques années de cela, Mélenchon était ministre de l'économie. Donc, il faut faire attention, parce que si un temps, il est allé s'égarer dans l'extrême gauche et il réapparaît, et il est parti avec combien de pourcentage? Autour de 10%. Et donc, il a fait une bonne campagne, parce qu'on oublie souvent l'aspect campagne. Quel est le message? Quelle est la stratégie? Quel est le discours? Quels sont les temps politiques utilisés? Tout ça là est important parce que nous parlerons tout à l'heure de Hamon. Hamon veut faire croire que c'est le Parti socialiste qui a perdu. C'est faux. C'est Hamon qui a perdu. On va y arriver. Donc c'est pour dire qu'il est important l'aspect stratégie. Si on dissocie l'aspect stratégie de ce qui s'est passé en France, on passe à côté. Quand vous prenez aujourd'hui le thème de campagne de Macron, c'est le même thème de campagne que, en réalité, comment on l'appelle, Mélenchon. Parce que Macron dit ni gauche ni droite. Qu'est-ce que Mélenchon est en train de dire? On rebelote les cartes. Or, lui, il est en train de rebeloter les mêmes cartes sans appeler nécessairement à une nouvelle république et tout ça. Mais là, la 5e République est déjà en difficulté parce que c'est pas comme ça c'est conçu. Donc, lui, il dit, au lieu de rêver et de ne pas pouvoir réaliser, trouvons dans le système même en place comment obtenir cette 6e République sans aller à une 6e République. Donc c'est pour dire que c'est le même thème de campagne que les gens sont en train d'utiliser. Les gens sont fatigués d'un système. Et
ce n'est pas nécessairement de l'extrémisme, ce n'est pas qu'on ne veut plus l'immigration, ce n'est pas qu'on ne veut plus ceci et tout ça, mais ils sont fatigués d'un système et c'est ça qui a été exprimé dans les différents votes. Mais on a vu quand même Jean-Luc Mélenchon, on va y rester, tenir des discours carrément anti-système. Il était au port de Marseille pour lancer... Mais c'est ça que j'ai dit, puisque... Il a parlé immigration, il a appelé à prier pour tous ceux qui sont morts en Méditerranée. Voilà. C'est des discours extrêmement clivants. Non, puisque c'est même le discours opposé à Marine Le Pen. Marine Le Pen veut fermer les frontières, lui veut ouvrir les frontières. Donc c'est pour dire que en réalité on fait croire que les gens votent pour de l'extrémisme. Alors que non, ils sont en train, les socialistes, les gars de gauche se retrouvent lorsqu'on est solidaire, lorsqu'on est ouvert, lorsqu'on veut aider le monde, lorsqu'on veut aider les pauvres. Ce qui légitime le discours de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est pas un discours extrémiste. Il a récupéré le discours que les socialistes devaient tenir. Donc c'est pourquoi il a récupéré l'électorat socialiste. À gauche, voilà. Il a récupéré le discours de la gauche. Il a parlé plus écologique que Hamon. Donc il n'est pas resté dans l'extrémisme. Il est revenu comme le candidat de la gauche. Alors, Ebel Abeladjovi, est-ce qu'aujourd'hui c'est la fin des grands blocs? Je pense que... En ce sens où c'est totalement inédit, ni la gauche ni la droite n'a pu se hisser au second tour de cette présidentielle. De toutes les manières, on pensait que les primaires pouvaient permettre à redonner une nouvelle santé à la démocratie, notamment française, mais on a bien compris que ces primaires n'ont fait que renforcer les clivages, n'ont fait que renforcer les disparités qui existaient. Et donc, une grande question se pose. Est-ce que prochainement, il y aura encore des primaires? Je pense que le débat est très ouvert à Paris actuellement. Je crois que par rapport à ce qui s'est passé dimanche, ce qui est évident, c'est que aujourd'hui, le peuple français notamment, veut du concret et veut que l'on le rassure. Deux choses sont importantes. Il faut que le pouvoir d'achat du bas peuple augmente. Deuxième chose, il faut qu'on sécurise les frontières. Ces deux questions sont fondamentales et vous allez voir que le deuxième tour va renforcer également cet aspect des choses parce que le peuple a peur de ne plus avoir les moyens de vivre. Et le peuple a peur également de l'extrémisme qui est désormais exporté et qui est sur le sol français aujourd'hui. Donc voilà un peu les choses les plus essentielles. Et par rapport à ça, quand vous voyez le discours de Marine Le Pen, quand vous voyez le discours de Mélenchon, quand vous voyez aussi le discours de Macron, qui est, comme il y a eu quelques années, ce que le cartel a trouvé pour positionner Barack Obama aux États-Unis, pour quand même apaiser les choses, celui qu'on a trouvé pour que le système puisse continuer, tout en donnant l'impression que le système n'est plus là. En train de changer. Voilà. Alors, coach Patrick Abompouyon, est-ce que c'est la fin aujourd'hui des grands blocs, en ce sens où ni la droite ni la gauche n'a pu se hisser au second tour? On a vu quand même, on espérait tout au moins qu'un des deux grands blocs de France se hisse au second tour. En tout cas, tous les sondages prédisaient tout au moins Fillon au second tour. Aujourd'hui, rien n'en est. C'est un candidat qui se revendique ni de gauche ni de droite, même si on sait où il a fait ses armes, qui aujourd'hui est premier, et l'autre qui est de l'extrême droite, Marine Le Pen. Est-ce que c'est la fin de ces deux grands blocs politiques? Cela dépend. Cela dépend de la stratégie qui est mise en place. Tout est question de stratégie dans cette affaire. D'abord, je voudrais dire, par rapport à ce que M. Hébert disait, que le peuple ne veut, quand on dit le peuple veut avoir un pouvoir d'achat, tout ça, c'est des histoires. C'est des histoires. Ah, je ne suis pas d'accord. Si tu n'es pas d'accord même avant même de savoir ce que je veux dire. Donc, ça pose déjà un problème. C'est-à-dire qu'en réalité, le peuple français a un pouvoir d'achat meilleur aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Mais trouve que Hollande est un piètre président. Ça veut dire quoi? Ce qui a manqué à Hollande, c'est une stratégie de communication. Ça veut dire que vous pouvez donner à manger à tout le monde. Si vous avez la mauvaise stratégie de communication, les gens vont vous reprocher toujours que vous n'êtes pas un bon président. Je donne un exemple très simple. Vous prenez le cas du Bénin. Regardez la situation du Bénin sous Yaïbori. Il est partout. Les jeunes, les femmes, les ceci. Mais tous ceux-là, même ceux qu'on a dit concours frauduleux, je ne le dis pas, c'est les gens qui l'ont dit, concours frauduleux. Et
ceux qui ont bénéficié, soi-disant, des concours frauduleux, ont voté encore contre lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le plus important, c'est comment je communique avec mon peuple. Pour en venir au Grand Bloc, ce qui s'est passé, il aurait fallu que Valls gagne les primaires, on aurait eu une autre élection. Et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Il aurait fallu que Fillon n'ait pas eu l'affaire Pénélope Gay, on aurait eu une autre élection. Donc c'est pour dire que ne tuons pas les blocs à cause des erreurs des candidats des blocs. Lorsque vous prenez par exemple un Mélenchon qui a verrouillé le côté gauche du Parti Socialiste et que le Parti Socialiste aussi va choisir un candidat de gauche de la gauche, ça laisse un espace pour Macron. Alors que si le Parti Socialiste avait choisi un candidat qui était de la droite de la gauche, Macron ne pouvait pas profiter de l'espace qu'ils ont laissé ouvert, de l'espace des gens de Valls, de l'espace des gens de Hollande et autres. Donc, mauvais candidat des deux côtés. Mauvais candidat. Quand vous allez même au niveau des Républicains, comment vous pouvez comprendre que le candidat qui gagne, sans même faire campagne, c'est-à-dire que si Juppé reste à la maison et ne fait pas campagne, il est président. Et ça, c'est pas... C'est-à-dire aucun spécialiste de la stratégie politique ne vous dira le contraire. Mais pourquoi on organise des primaires? Et ces primaires, ce n'est pas tout le peuple français qui a participé. Donc, ceux qui sont venus participer aux primaires ont choisi leur candidat, qui est moins placé que l'autre pour gagner les élections. Autrement dit, ce n'est pas les républicains et les socialistes qui ont perdu les élections. C'est qu'ils ont fait de mauvaises stratégies, ils ont eu de mauvais candidats et ils ont donc perdu. Donc, si aujourd'hui, ils font preuve de stratégie et se remettent en cause, ils ont la possibilité de réapparaître. Et c'est ça que travaille Nicolas Sarkozy avant même les élections présidentielles. Il était déjà en train de travailler là-dessus. Comment faire pour rebondir? Et donc, on peut dire que c'est plus facile pour les républicains de rebondir, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, ce n'est facile nulle part tant qu'il n'y a pas une stratégie derrière. Ce qui est sûr, cela voudra dire que c'est la notion même des primaires qui est remise en cause au vu de votre explication. Absolument. Alors, Ebel Abeladjovi, réagissez d'abord par rapport à ce que disait le coach Pouillon et après, on y va. Je ne suis pas d'accord du tout avec lui, puisque j'ai l'impression qu'on ne parle pas de la France et qu'on parle d'ailleurs. Parce que vous savez très bien que ce qu'on reproche à François Hollande, au-delà de la stratégie, au-delà de la communication, c'est la question également de ce que, en tant que socialiste, et ça c'est depuis les années 80 que le problème se pose. Si on parle de gauche caviar, c'est justement parce que des gens qui ont pour idéologie de travailler pour la classe ouvrière, de travailler pour que le peuple ne soit pas défavorisé par rapport à la classe bourgeoise, alors se retrouvent complices de cette classe bourgeoise. Et donc, Hollande, socialiste bontin, se retrouve à gérer la France comme s'il était de droite. Un président de droite. Un président de droite. Et là, sa base ne le comprend plus. Et justement, c'est ce qui se pose aujourd'hui. Parce que ce soit de gauche ou de droite, le peuple ne sait plus qui suivre. Parce qu'avant, il y avait vraiment un clivage. On sait que la droite est là beaucoup plus pour les grands patrons, pour le cartel, mais que la gauche est beaucoup plus enclin à s'intéresser au peuple. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et nous allons en venir certainement quand on va parler de Macron, quand on va parler de Marine Le Pen, par rapport à ce qui sera la politique française dans les années à venir, les 5 années à venir. Et à ce niveau-là, un problème se pose. Et il y a, quand on regarde, évidemment, Macron est très bien parti, mais le problème qui s'est posé et qui a fâché le peuple français ou une partie du peuple français par rapport à sa politique qui était floue, risque de se poser. Alors, je voudrais déjà rapidement, Ebel Abeladjovi, toujours avec vous, voir votre avis sur l'échec de Benoît Hamon, qui, quand même, rappelons-le, n'a eu que 6% pour le candidat de la gauche à cette élection-là. 6% de votants. Qu'est-ce qui explique, selon vous, un score aussi faible? Aussi faible et cela, on ne l'a pas eu depuis 1969. Et je pense que si vous voyez ce qui s'est passé avec le président François Hollande, le problème se posait déjà, on se disait
comment le Parti socialiste va pouvoir s'en sortir. Et vous avez vu, entre-temps, avec Ségolène Royal, comment le Parti socialiste a perdu les élections. On s'est dit qu'avec Hollande, ça pouvait changer, que le Parti socialiste va revenir vraiment à la gauche. Mais, au début, il a annoncé les couleurs, mais dans le concret, on a vu qu'il a viré à droite. Et cela a posé un véritable problème. Et Hamon, qui justement tout le temps tapait sur Hollande pour dire qu'il n'est pas en train de faire ce pourquoi on l'a choisi, parce que si on a refusé de choisir la droite et qu'on a décidé de donner les destinées... N'est-ce pas ce discours-là, Ibel Abadjovi, qui lui a joué des tours finalement, parce que l'homme a été sabordé de toutes parts, on a vu... Mais bien sûr, le système est puissant. Le système est puissant. Et si tu es du système et tu veux détruire le système, les gens t'aideront à te détruire. Et Macron a été choisi, d'abord, Macron, phénomène Macron, on y arrivera. Un brillant, mais qui, en 2007, a rencontré autour d'un dîner chez Jacques Attali, François Hollande. L'idylle a commencé là. Et vous savez, il n'y a pas de génération spontanée. Ce qui se passe aujourd'hui, Hollande a peut-être perdu la face à un moment donné par rapport à sa propre politique, jusqu'à ce qu'il ne puisse même pas se présenter aux primaires. Mais vous pensez qu'il a pu se réinventer? D'une autre manière, à travers Macron, et je l'ai dit, je le compare un peu à Barack Obama, en son temps où vraiment les États-Unis étaient complètement défavorisés au niveau de l'opinion sur le plan international. C'est un jeu de communication, je trouve, Macron, parce que quand on va rentrer dans les thèmes de campagne, on se retrouvera dans une situation identique à ce qu'on a vu avec Hollande, parce que Macron, il se dit de gauche, finalement il se dit je suis ni de gauche ni de droite, mais en fait dans la vie, on n'est jamais de tout à la fois. Dans le concret, on va voir que vous allez virer quelque part, et aujourd'hui, il est en train, quand on voit thème par thème, on sait bien qu'il est de la droite, et c'est justement le flou qu'il y a entre ces thèmes de campagne et puis les thèmes de campagne de Marine Le Pen. Si on a le temps, on en parlera. Alors, coach Patrick Amon-Pouillon, il y a aujourd'hui clairement un front anti-Le Pen qui est déjà en train de se former, comme ce fut le cas d'ailleurs contre son père il y a 15 ans environ, en 2002, si mes souvenirs sont exacts. Quelles sont les chances réelles aujourd'hui de Marine Le Pen pour le second tour, selon vous? Déjà, je voudrais dire un mot sur Hamon. Vous savez, Hamon, il a fait une très mauvaise campagne. Tu insultes tous les socialistes qui ne le soutiennent pas, il les insulte. Il insulte tout le monde. Il a insulté Hollande. Il ne veut pas porter le bilan. Tu es candidat de son parti, tu ne veux pas porter le bilan. Vous savez, je vous dis, on aurait pris n'importe quel autre candidat qui n'est pas parmi ceux qui boudaient, comment vous appelez ça, les rebelles du Parti socialiste. On aurait pris n'importe lequel qui n'est pas de ce bloc, il aurait fait au minimum 14 à 15%. Au minimum. Donc c'est pour dire, c'est une mauvaise stratégie. Il a été, excusez-moi le thème de peu, il a été très impoli dans la campagne. Il passait tout le temps à insulter tout le monde. Et vous allez voir que Mélenchon, que tout le monde connaissait comme celui qui insulte les gens, n'a insulté personne. Même quand François Hollande l'a attaqué, il a répondu poliment. Donc, Macron a fait la mauvaise campagne. Première chose. Hamon. Deuxième chose, je voudrais aussi dire, quand on dit qu'on est allé chercher Macron, c'est faux. Macron s'est positionné et à un moment donné est devenu la carte gagnante et beaucoup de forces ont joué cette carte. Mais on n'est pas allé chercher Macron. Macron a fait en sorte de se positionner comme la solution. Et ensuite, on l'a accompagné. Donc, je voudrais que ce soit clair. Autre chose, par exemple, par rapport à Marine Le Pen, je voudrais dire, Marine Le Pen, elle peut gagner parce que en stratégie, on sait que tout est possible dans une élection. Mais Marine Le Pen a très mal commencé la campagne du deuxième tour. Les répétitions, les discours rayés de le peuple, le patriotisme et anti-système qui se réclame l'immunité de l'Europe. Elle prend l'immunité du Parlement européen pour échapper à la justice et elle est contre l'Europe. Vous voyez, il y a ce qui s'est passé. Marine Le Pen a perdu ses thèmes du moment où Macron s'est positionné anti-système. Elle a perdu ses thèmes de campagne. Du moment où elle utilise l'immunité du Parlement européen pour échapper à la justice française, elle perd aussi ce thème de contre l'Europe. Donc vous voyez, elle prend l'argent de l'Europe pour venir financer son parti et elle est contre l'Europe. Donc vous voyez, ça fait que
dans le discours, et c'est pour ça que même les 25% qu'on a dit indétrônables ont commencé par décocher parce qu'ils se rendent compte que, attention, celle-là est en train de nous duper. Alors, l'ex-ministre de l'économie du gouvernement socialiste qui n'a jamais eu un mandat électif, je veux parler d'Emmanuel Macron, il faut le rappeler, il a enregistré des soutiens très forts, dont déjà François Fillon, Hamon aussi. Tout cela ont appelé à faire un front anti-extrême droite, mais aussi de François Hollande, qui a officiellement annoncé dans un discours très éloquent dans tous les attributs de l'État français, il a clairement dit qu'il votera pour le candidat Emmanuel Macron. Quelle est votre perception aujourd'hui de l'apport que peut avoir un appel à voter du président François Hollande? Ah, mais je crois qu'au jour d'aujourd'hui, Macron est un produit vendable. Macron est un produit vendable parce que il faut voir le parcours de l'homme. Le parcours de l'homme, déjà à 16 ans, il était lauréat d'un grand concours de français. Il est diplômé de Sciences Po, il est diplômé de l'ENA. Il a également fait la banque Rothschild, qui n'est pas donnée à n'importe qui, déjà à 30 ans. Et aujourd'hui, près de la quarantaine, il est presque président de la République française. Je crois qu'il a eu quand même... Il a le profil. Il a le profil, et je crois qu'il n'y a pas de hasard. Parce que quand je regarde qu'en 2007, il y a eu ce fameux dîner avec Jacques Attali. Et c'est là où il y a eu vraiment le contact avec François Hollande. Que dans cette même année 2007, il y a eu le mariage avec sa femme Brigitte. Et qu'une année plus tard, il intégrait la banque Rothschild. Quand je regarde tout cela et que ce qu'il est devenu aujourd'hui, je crois que dans la vie, il y a toujours quelqu'un qui vous pousse. Et que en son temps, Macron, qu'on peut dire que c'est un précoce et un surdoué, parce que quand on voit son parcours, on sent quand même qu'il a de l'intelligence à revendre. Donc il a eu les soutiens nécessaires, contrairement à d'autres pays. Ce que nous devons apprendre sous les tropiques, lorsqu'on voit qu'il y a eu des toiles qui émergent, même à l'université déjà, on commence à suivre pour voir comment faire en sorte que ça puisse profiter à la nation. Je pense que ce travail-là a été fait au niveau de Macron, et à moins d'une surprise particulière, je pense qu'il est presque déjà président de la République française. Voilà, vous avez jeté vos cartes. Patrick Abampoyon, selon plusieurs sondages, dont 2 réalisés dans la foulée du premier tour, Macron battrait largement Marine Le Pen le 7 mai prochain avec plus de 60% des voix. Mais aujourd'hui, est-ce que les sondages n'ont pas aussi montré leurs limites? Ah non, dans l'élection présidentielle en France, ils ont montré qu'ils n'ont pas de limite. Ça dit que, parce que ce qu'ils ont prévu exactement, c'est ça qui s'est passé, ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. Mais il y a une marge. Quelle marge? Il y a une marge. Déjà qu'on dise de Le Pen qu'elle viendrait en tête largement, non, que ce n'est pas le cas. Il y a un mois. Déjà qu'on envoyait Fillon aussi au second tour. Non, ça c'est il y a plus de 2 mois. Mais les sondages jusqu'au dernier jour, vendredi, donnaient cet ordre d'arriver en disant, 1, il y a une marge d'erreur. 2, il y a 2 jours où on ne va pas lire les sondages avant les élections, donc il faut tenir compte. Est-ce que les sondages aussi ne trompent pas le peuple? Parce que quand vous suivez les sondages, vous avez envie de dire votons utile, parce que le problème se pose aussi. Il y a plusieurs gens qui ont dit nous n'allons pas voter Mélenchon d'abord, nous attendons le second tour pour le faire. Finalement, Mélenchon est arrivé 4e. Non, il faut dire que en réalité, le vote utile est venu à partir de cet échec mirobolant d'un très bon candidat, Lionel Jospin, qui aurait changé la physionomie de la France, qui se retrouve éliminé au premier tour parce que les gens sont restés à la maison en disant qu'ils vont voter au deuxième tour. Et donc, ça fait que les gens se disent, il ne faut pas qu'on tombe dans ce piège. Et c'est souvent le peuple de gauche qui dit ça. Sinon, de l'autre côté, on n'a pas souvent ce discours de vote utile et tout ça. Mais je crois que, vous savez, les sondages ont ceci de bon, que s'ils avaient été utilisés par les Républicains, ils seraient aujourd'hui au pouvoir. S'ils avaient utilisé les sondages, évité les primaires, et donc pris celui qui a plus de chances d'être président, d'être leur candidat, ils auraient eu
les élections. Dans beaucoup de pays, nous devons apprendre à suivre cette lecture scientifique, surtout dans des pays où les sondages sont assez cotés, assez ceci. Même aux États-Unis, où on dit que les sondages n'ont pas donné. Non, les sondages ont donné. Hillary a eu 3 millions de voix plus que Donald Trump. Les sondages étaient nationaux. Ce n'est pas des sondages par État pour voir quel est le nombre de grands électeurs. C'est les sondages, c'est en termes de nombre de voix. Et elle a eu 3 millions de voix plus que Donald Trump. Donc c'est pour dire, les sondages ne font pas chose là. Maintenant, les sondages ne veulent pas dire que quand on fait la photographie aujourd'hui, ça va être la photographie dans 15 jours. Ça veut dire que chaque jour, il faut poser des actes et étudier toujours les sondages. Par exemple, vous avez vu, Marine Le Pen a démarré la campagne en trompe. Comme d'habitude, elle a réagi au lieu d'agir. Donc, elle a démarré sans prendre le temps de réfléchir à la stratégie en fonction des enjeux actuels. Elle a démarré en trompe. L'autre, vous allez constater que Macron n'a pas encore démarré. Parce que quels sont les thèmes? Quelles sont les faiblesses du premier tour qu'il faut corriger au second tour? Quels sont les thèmes à développer? Comment neutraliser les attaques de Marine Le Pen? Tout ça là, il faut un travail. Ensuite, comment ne pas dire quelque chose qui décourage un bloc? Parce qu'il est un candidat au centre, c'est-à-dire ni à gauche ni à droite, comme il le dit, à la fois à gauche, à la fois à droite. Donc, il faut tenir compte de ça. S'il fait une proposition forte à gauche, il doit faire une proposition forte à droite. Donc, tout ça là, il faut cogiter ça, il faut analyser ça avant de se jeter dans la bague. C'est une course de fond, ce n'est pas une course de vitesse. Voilà, aujourd'hui, Marine Le Pen parle de fermeture des frontières, de sortie de l'euro, de moratoire sur l'immigration. Est-ce que ce discours-là peut trouver écho, Heribert Bella-Jovi? Ah, malheureusement, oui. Malheureusement, oui. Et puis, je peux vous dire, dans les sondages, c'est vrai qu'il y a que la plupart des sondages vont du côté d'Emmanuel Macron, mais il y a quelqu'un, et ce n'est pas le moindre, Serge Galab, directeur de recherche au CNRS, qui a dit, celui-là, en 2005, il prédisait déjà l'issue du référendum sur l'Europe. Il a prédit également l'échec d'Alain Juppé aux primaires de droite. Il a prédit également l'élection de Donald Trump à un moment où presque personne n'y croyait. Et il a dit que Marine Le Pen peut gagner. Et pourquoi? Aujourd'hui, on a vu comment les deux grands blocs ont été laminés à l'issue de cette élection, même si c'est peu ou pro, si on prend le cas de François Fillon. Mais quand on voit le Parti socialiste en termes de représentants, Hamon, avec 6%, ce n'est plus arrivé depuis 1969. Mais il a dit, au deuxième tour, si on continue avec le rejet du système et que, en voyant tous les deux blocs derrière Macron, les gens se disaient que, ce sentiment anti-système. Anti-système. Finalement, c'est ce monsieur est du système, c'est le même système. Et que Marine Le Pen, qui aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, n'est pas Jean-Marie Le Pen, elle a dû d'ailleurs renier son père, et on se demande comment cela est arrivé. On a vu comment elle a reculé sur beaucoup de points, et d'autres iraient loin en disant qu'elle a donné des gages au cartel, c'est-à-dire elle a donné des gages au système mondialiste, et que dans ces conditions, si il y avait une abstention, c'est du côté de l'abstention que tout va se jouer. Si ceux qui ont soutenu Mélenchon se disent, et beaucoup ont dit, je vote Le Pen ou je reste chez moi. Ceux qui ont soutenu, que ce soit la droite comme la gauche, estiment que Marine Le Pen, ce n'est pas la même chose que son père, puisque contrairement à ce qu'on se dit, que l'on prenne Emmanuel Macron, que l'on prenne Marine Le Pen, sur beaucoup de points, ils se rejoignent. Que ce soit, c'est l'Europe, c'est au niveau de l'Europe qu'il y a le clivage sérieux. Sinon, que ce soit au niveau de l'économie, eux tous, les deux sont libéraux. C'est vrai que l'autre est conservateur et Macron est beaucoup plus ouvert à l'international et notamment à l'Europe. Quand on prend le volet social, ils estiment qu'il faut diminuer le nombre de fonctionnaires, mais ils n'ont pas la même approche par rapport à comment revaloriser les fonctionnaires, revoir à la hausse les salaires. Ils n'ont pas
la même approche par rapport également aux impôts, à la diminution des impôts. Pour Marine Le Pen, il est question de privilégier les ménages, de privilégier la classe moyenne, alors que l'autre, Macron, dit les 20 milliards qu'il prévoit, c'est à la fois pour les populations et pour les entreprises qu'il n'y a pas à faire de disparité. Mais quand on regarde de près, si la situation qui s'est présentée au premier tour se représente, c'est-à-dire que les gens rejettent le système tout en disant « moi, je ne veux pas voter pour Le Pen, d'ailleurs, la politique, j'en suis fatigué, que les gens ne vont pas massivement voter Macron », on pourra être surpris de voir Marine Le Pen présidente au soir du dimanche 7 mai. Maintenant, on attend également le grand débat qui aura lieu le 3 prochain pour savoir comment les choses vont se dessiner. C'est vrai que sur le papier, Macron est favori, mais attention, il va falloir que les deux blocs et tous ceux qui ne veulent pas de Marine Le Pen aillent mouiller le maillot sérieusement. Alors, Patrick Aman-Poyon, il y a Jean-Luc Mélenchon et c'est 19,58% qui ne donnent pas de consigne de vote. Est-ce que cela ne peut pas bouleverser quand même Non, c'est plutôt l'avenir de Mélenchon qui est bouleversé. Parce qu'il a fait campagne comme un républicain et il se comporte comme un non-républicain. Et c'est ça qui va permettre au Parti socialiste, s'il se réorganise, de récupérer leur électorat à partir des élections législatives. C'est une erreur politique, c'est une erreur tactique. Vous pensez qu'il aurait dû clairement appeler à voter pour quelqu'un? Il aurait dû clairement. Mais il est de l'extrême gauche. Non. Il ne se sent pas. Il a dit « je ne suis pas de l'extrême gauche ». Et aujourd'hui, il retourne dans « je suis de l'extrême gauche ». C'est ça. Il a pris les voix qui ne sont pas de l'extrême gauche et il se comporte à la fin comme étant de l'extrême gauche. C'est ça son erreur. Parce que quand il était de l'extrême gauche, il avait 10%. N'étant plus de l'extrême gauche, il est parti à 19 et quelques. Donc, il a fait une erreur politique. Il vient d'amorcer la fin des insoumis. Parce que ils avaient la possibilité d'abattre le Parti socialiste pour prendre la place, mais le Parti socialiste n'est pas de l'extrême droite. Alors, à l'extrême gauche, alors que si tu te retrouves à l'extrême gauche, ça pose un problème. Deuxième chose, tu vois, le problème, c'est que tous les analystes qui veulent nous faire croire que Marine peut gagner à l'idée des si. Si, il y a trop de si. Et quand il y a trop de si, ça ne fait pas stratégie. La meilleure stratégie possible, c'est qu'est-ce que Marine Le Pen a comme stratégie pour gagner. Or, je me rends compte que c'est le même discours qu'au premier tour qu'il a fait partir de 28% à 21%. C'est l'agitation, c'est aucun temps de méditation, c'est la précipitation. Le dimanche, lorsqu'on a donné les résultats, on nous a fait croire que son électorat était content. Tous ceux qui étaient à son siège pour avoir les résultats étaient tristes. Et eux-mêmes l'ont dit. Parce qu'ils s'attendaient à être en tête. Ils s'attendaient à ce qu'il y ait un élan. Il n'y a pas d'élan. Ils s'attendaient à autour de 24%. Ils ont eu 21%. Donc eux-mêmes déjà, ils savent que... Mais écoutez, rattraper 29%. 29%. Elle doit retrouver 29%. Parce que quand on dit abstention, supposons qu'il y a abstention et que ceux qui ont voté pour Marine votent pour Marine et ceux qui ont voté pour Macron votent pour Macron. Macron a plus de 50%. Deuxième chose, quand on dit système, le système a plus de 50%. Si nous mettons Macron dans le système a plus de 50%. Alors, dans ce cas, quand on dit que Macron apparaît maintenant comme un candidat du système et que d'office, les gens vont voter contre lui, mais on oublie que le système a plus de 50% au premier tour. Donc, c'est pour dire, il est important que nous puissions comprendre que ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que il faut que Marine invente une stratégie. Parce que Macron n'est pas du genre à se tromper de stratégie. Alors, Marine doit inventer une stratégie et il n'a qu'à commencer déjà à pas écouter son père, qui lui dit la meilleure stratégie pour gagner, c'est de faire campagne comme Trump et non de faire une campagne policée. Ça là. Et l'autre chose qui a desservi Marine Le Pen, c'est aller prendre l'onction d'un Poutine. Un Poutine qui est petit en termes de... C'est-à-dire, la France, si la France retrouve son économie, Poutine n'est pas un leader pour la France. Donc, elle est allée chercher l'onction de quelqu'un que la France a vocation à dépasser en termes d'économie, à dépasser en termes de capacité. Et c'était ridicule, l'audience et tout. Donc, vous savez, elle doit repenser sa stratégie pour le deuxième tour si elle veut gagner. Alors, elle s'est dit qu'elle a dit dans la foulée qu'elle se met en congé de la présidence du Front National pour rassembler
davantage autour de son projet. Qu'est-ce que cela implique? Mais cela implique qu'elle veut se donner à fond par rapport à la présidentielle. Cela veut dire qu'il s'agit de travailler davantage à rallier tous ceux qui ne sont pas d'accord avec le système. Et j'ai entendu parler de Poutine tout à l'heure, de la part de Patrick Armapoyon. Mais Poutine, il faut faire très attention. Si vous regardez la géopolitique internationale actuellement, Poutine est en train de préparer un grand coup à l'Occident et l'Occident en a bien conscience. Et je peux vous l'assurer, on aura le temps de faire le débat. Si un jour l'Occident tente d'attaquer la Russie, vous allez voir ce qui va se passer. C'est vrai que c'est prédit qu'il y aura cette confrontation, mais je peux vous assurer que celui qui sera défait n'est pas forcément du côté que l'on pense. Faisons très très attention avec Poutine. Et je crois fondamentalement qu'aujourd'hui, une confrontation nette avec la Russie n'est pas de l'intérêt de la France, n'est pas de l'intérêt de l'Europe. Et puis quand on rentre dans l'histoire, on sait très bien que cela ne va pas de la collaboration des différents pays que constitue l'Europe. Je crois que la question du voisinage est une question fondamentale. Et que, vous avez vu, par rapport à la Corée du Nord, quand les États-Unis se sont déployés par rapport à ce que fait Kim Jong-un, et que les États-Unis se sont déployés, quand la Russie a dit, mais là où les États-Unis sont en train d'aller, c'est un peu trop fort, et se sont positionnés, les États-Unis ont reculé. Vous savez, il faut faire très attention avec celui qui a une capacité de nuisance comparable à vous. Le front syrien l'a prouvé, la Russie est un élément non négligeable. Ça l'avait prouvé. Ribé a été de faire des analyses il y a 2 mois. Patrick Armapoyon, aujourd'hui, la Russie ne peut pas être minimisée sur l'échiquier. Je voudrais quand même prendre vos avis par rapport à l'Afrique et à l'Afrique francophone, c'est important. On aurait dû avoir beaucoup de temps pour en parler. On a quand même vu des candidats qui sont intéressés à l'Afrique. Certains ont proposé carrément de nouveaux défis, on a parlé d'un nouveau partenariat avec l'Afrique. On a vu Marine Le Pen au Tchad appeler carrément à la fin du franc CFA qu'on devait laisser les Africains faire leur propre monnaie. Quel est l'écho qu'un discours pareil peut avoir sur cette élection? Est-ce que c'est un discours qui vous plaît, vous? Moi, il faut dire que les chefs d'État africains, pour la plupart, ne sont pas pour lâcher aujourd'hui le franc CFA. Alors Marine a beau être présidente de la France, si elle va contre ce que demandent les chefs d'État africains, elle va avoir des difficultés pour s'en sortir. Marine a trouvé quelque chose à dire pour contenter les Africains. Dans son programme, ce n'est pas écrit. Donc, c'est juste un discours de circonstance. Mais je vous ai dit fondamentalement que ce qui se passe en France, au-delà de la relation Afrique-France, doit inspirer les Africains pour comprendre qu'il est possible, avec la stratégie, de bouleverser le paysage politique. Je crois que c'est en termes de lecture stratégique que ce qui se passe en France doit nous aider. Quand Barack Obama est devenu président aux États-Unis, les Africains ont pensé que les Américains vont commencer par financer beaucoup l'Afrique. Au Ghana, il a dit non. C'est plutôt mon élection qui doit être une leçon pour les Africains. Démontrer qu'un descendant d'esclaves peut devenir président des États-Unis d'Amérique, c'est montrer que ceux qui ont vécu l'esclavage peuvent diriger le monde. Donc c'est en termes de lecture pour nous-mêmes, pour notre façon de faire travailler. Même les relations Afrique-France, dès que les chefs d'État africains vont faire preuve de stratégie, les relations vont changer. Mais croiser les bras et espérer que la France va changer sa façon de travailler avec nous et que la France va nous donner ceci, la France va nous donner cela, c'est un rêve. Il faut que nous nous organisons pour être en position de négociation, en position d'infranchir les positions de la France. Alors, je vais rapidement par rapport à la question du franc CFA. Macron qui dit que c'est aux États africains de décider eux-mêmes. Il y a Marine Le Pen qui dit qu'il faut en finir avec au plus vite. Quelle est votre perception de cette stratégie qui est quand même opposée entre les deux? Oui, je pense que la politique africaine de Macron, c'est un peu ce que François Hollande nous a annoncé, c'est-à-dire un partenariat stratégique, mais on a vu sur le terrain ce que c'est devenu. Marine Le Pen pense qu'il faut laisser les Africains
gérer leurs choses et qu'il faut aider, notamment par rapport à l'immigration. Elle propose chaque année 0,7% du PIB français pour aider à ce que ceux qui viennent en France en masse puissent rester sur le sol africain. De façon pratique, ça va être compliqué. De toutes les manières, je crois que quel que soit celui qui sera élu président le 7 mai prochain, on ne doit pas se réjouir particulièrement, puisque il ou elle sera d'abord président ou présidente de la République française. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, je pense que plus de 50 ans après l'indépendance, nous devons nous émanciper si nous voulons représenter une alternative crédible sur le plan international. Et ça, Patrick Armand-Poyon le disait tout à l'heure, c'est à nous de pouvoir nous mettre ensemble. On a déjà des ensembles sous-régionaux forts, on a l'Union africaine. Maintenant, soyons responsables, mettons-nous ensemble dans des projets intégrateurs, représentons quelque chose de crédible. Là, les gens vont nous respecter. Je pense que c'est à l'Afrique de donner le ton. Si nous donnons le ton, la France ne peut pas faire autrement. Je pense que c'est ça. Eh bien, Bella Diovi, merci. Vous êtes journaliste spécialiste des questions internationales. Face à vous aujourd'hui et face à vous aussi dans le débat, on l'a compris. Patrick Armand-Poyon, coach en politique de développement et gestion de crise. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur SICA.